about you and I just care about you and I. I just need some sunlight, feel it in my bones to get myself together. You can't keep me high, this blood runs through my veins. It's all on you. Don't make me go away from you and don't make me go, just care about you and don't make me go, just care about you and I just need some sunlight, feel it in my bones to get myself together. You can't keep me high, this blood runs through my veins. It's all on you. It's all on you, so don't make me go away from you and don't make me go away from you and it's all for you. We are young, we are free, living life like it's meant to be, chasing dreams like the reality. Nothing's gonna hold us down, 'cause we're unstoppable, we shine so bright. We take on the world, never lose our sight. We'll keep dancing, dancing till the morning light. Our hearts beating, beating with the rhythm of the night. We'll keep moving, moving till we're lost in the sound. 'Cause nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. Gonna stop us Stop us now.
Allez, bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. On va commencer sur ce live donc du mardi, le live culture dédié à un grand artiste du manga et vraiment qui a marqué son temps, qui s'appelle Shigeru Mizuki. Donc on commence, bah écoutez, on commence tout de suite là. Si une minute, allez, une petite minute. Si ça vous dit, à tout de suite. Baby, I'm just chasing highs to feel how far that I could fall. Allez, let's go, c'est parti. On va parler, en tout cas, je vais vous parler de Shigeru Mizuki. Vraiment un grand artiste du monde du manga. Et donc, notamment connu pour ses yokai. Alors, attendez, je suis en train juste de mettre un petit son plus cool en fond. Normalement, c'est quelque chose de mieux. À vrai dire... c'est plus calme. Salut Massilia, bonsoir. Très cher maître. Attention. Oh putain. Oula. C'est chaud là. Sensei. Ça va les oreilles. Allez, let's go. T'as vu, j'ai attendu, hein. Je me suis dit, Massilia n'est pas là. Je dois attendre. Donc j'ai attendu. Et donc je suis là. Je suis un peu loin. Est-ce que ça va bien? Est-ce que c'est pas trop fort? Est-ce qu'au niveau du micro, on est bien? Est-ce qu'on est bien? Est-ce que... j'ai changé un peu la musique, hein, je vous ferai remarquer, j'ai mis quelque chose de plus cool pour ce live sur Mizuki. Je suis juste, attendez, en train, pour bien faire, de zoomer un peu sur ma trombine, même si vous... je pense que c'est pas le sujet, hein, voir ma tête n'est pas le sujet. Si la caméra veut bien... la caméra veut bien zoomer. Allez savoir pourquoi la caméra ne zoome pas quand je lance les lives. C'est un grand sujet. J'espère que, en tout cas, tout va bien. Vous me dites au niveau musique si c'est pas trop fort. Théoriquement, je regarde mon machin. Théoriquement, c'est bon. Vous devez même m'entendre mieux puisque j'ai changé le câble. Je suis sur une autre installation, donc normalement, vous m'entendez bien. Je vous laisse me dire que c'est bon avant de commencer. En tout cas, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Un bon mardi. Mardi, qu'est-ce qui se passe chez Kogri-san? Kogri-san,
c'est les lives culture, hein, avec un cas normal, hein, culture Kogesan. Et si vous découvrez ma chaîne, si vous tombez ici par hasard, je suis spécialiste en art japonais, art coréen, c'est mon métier, c'est ma vie, voilà. Et j'étais juste avant de commencer ce live pour information en train de chercher des bouteilles de saké 19e. Voilà. C'est une de mes grandes passions, c'est de faire c'est ça, de la recherche d'objets, donc j'adore. Bref, en tout cas aujourd'hui, mardi donc culture. Le mardi culture, c'est quoi donc? Je vous présente un thème, un artiste, une œuvre d'art. Voilà, l'idée c'est de vous donner envie par la suite de découvrir, encore une fois, le travail en l'occurrence, de Shigeru Mizuki, que je vous invite à découvrir. Donc là, c'est un sujet qui sort du domaine classique de l'objet d'art, enfin des terrains. Attention, le manga c'est de l'art, hein. Mais je dirais que je sors du périmètre classique qui est stamp, sculpture, etc. Puisque je parle de Shigeru Mizuki, qui est un très grand artiste du manga, qui pour moi est l'un, en tout cas un des plus grands. Pourquoi? Parce qu'il a influencé clairement, oui, le manga, mais surtout la pop culture japonaise, et on va en parler. C'est vraiment quelqu'un qui est à l'honneur, hein, j'en ai parlé semaine dernière, en ce moment au musée Sogo à Tokyo, en tout cas au Japon. Bon, il est très souvent mis en avant au Japon, mais en ce moment vous avez une très belle exposition pour justement faire un focus sur un de ses œuvres, un des thèmes majeurs de Mizuki, qui sont les yokai, ces fameux monstres fantômes de la culture japonaise, dont j'ai déjà parlé et dont je vais de toute façon reparler très souvent. Attendez, je suis en train juste de me mettre en même temps ici. Parce que les yokai, si on les connaît nous, c'est vraiment clairement... Ah, t'étais parti. Merde. Tu m'entends? Bonjour. Est-ce que ça marche? Est-ce que tu m'entends, Massilia? Donc si vous... Le bug un peu? Ou... écoutez, moi non, je vois la cam, le son qui marche, donc... Est-ce que tu m'entends? Donc si vous voyez ce live en replay, c'est normal, c'est du replay. Donc quand je parle pas tout seul. Tout va bien sauf mon... D'accord. Mais tu m'entends. Tu m'entends et tu me vois bouger. Voilà. Pour ça, je précise quand même pour les gens parce qu'on m'a dit fort bien, merci. Parce qu'on m'a dit ah oui, c'est étonnant, dis donc, tu parles. Oui, en fait, c'est un replay. Donc si vous tombez sur ça, dites-vous que viendez sur Twitch pour discuter avec moi. Donc, je reprends rapidement la petite intro si notre ami Massilia était pas avait ces petits problèmes de connexion. Donc, je disais Shigeru Mizuki, pour moi, c'est un des artistes majeurs du manga, mais plus que ça, c'est vraiment quelqu'un qui a été majeur aussi dans la pop culture japonaise, puisque Nihonshu et Pasake, oui, bien sûr. Donc c'est que t'étais au niveau du saké. Ok. Mais bon, voilà. Si tu veux, je vais dans la rue, je dis vous voulez boire un peu de Nihonshu? Non. Je pense que je vais dire vous voulez un peu de saké? On est d'accord. Et justement, j'expliquais sur cette histoire de bouteille. C'est beaucoup les fameuses bouteilles en céramique. Donc là, je vais en avoir plusieurs. Encore une fois, si c'est tout ça, ça vous intéresse, je parle boutique, plutôt en DM. Sinon, on va me dire, tu fais des vidéos. Donc, non, je fais attention quand même à pas tout présenter. Mais beaucoup de ces bouteilles étaient consignées d'ailleurs. C'est pour ça que en tout cas, les belles, on n'en trouve pas facilement. Ça dépend de sa son pleine. Alors, tout est possible. On passera en DM. Tout est possible. Bon, par contre, celle début 20e. Voilà, je promets pas. Bon, ceci dit, je sais pas, non, je pense que c'est... Encore que. C'est pas tout ce qui est vin de prune, hein, tout ça, hein, dès que c'est un peu... là, pour le coup, ça vieillit pas. Je pense que, ouais, force de fermenter,
je sais pas si c'est... Tiens, je me suis jamais vraiment posé la question. Faudrait que je demande à un spécialiste du saké si... oh, je pense qu'il y en a certains quand même qui doivent bien se garder. Ça doit... du moment qu'il n'y ait pas de fruits ou autre, je pense que ça... Voilà. Je pense que ça pétille, ça pique surtout. Ouais. Écoute. On goûtera. On goûtera ensemble. Comme ça, je goûte pas tout seul. Hein. Je goûte pas tout seul. Je préfère quand il est bien frais quand même, hein, qu'il est bien... voilà. Bref, je reviens à mon histoire de Shigeru Mizuki. Le pauvre, je vais couper la tête à droite, vous allez voir juste après. Ce monsieur est décédé en 2015, hein, mais bien entendu, toutes ces publications, vous pouvez... Ouais, oui, tout à fait, on goûtera ensemble. T'inquiète pas, c'est dit, hein, c'est dit. Ce monsieur, comme vous pouvez le voir ici, il est... alors son vrai nom, hein, pour une petite précision, c'est Shigeru Mura, M-U-R-A, Mura, en bon français. Et alors, ce qui est intéressant, alors j'ai pas le fin mot de l'histoire de pourquoi il est devenu Mizuki. Je vous avoue, j'ai pas tellement plus creusé que ça. Je pourrais regarder si ça vous intéresse. Pour moi, encore une fois, c'est vraiment un des plus grands mangaka du 20e. Alors, d'un point de vue manga pur et dur, oui, parce que pour les histoires, notamment, donc encore une fois, des yokai, on va en parler, et de Gegege no Kitaro, que vous pouvez voir ici, qui a été publié entre 57 et 69. Il y a eu un animé à partir de 68. Je vous laisserai après regarder tout ça si ça vous intéresse. Le dessin, moi j'adore parce qu'il y a ce côté un peu vintage du truc. Et puis en même temps, vous avez tous ces êtres, fantômes, monstres qui est dans son univers. Bref, vous l'avez, c'est traduit, hein, attention, c'est pas que en japonais, donc vous le trouvez très facilement. Vous mettez Kitaro, son nom en français, Kitaro le repoussant, et donc c'est toutes les histoires du fameux Kitaro qui est incroyable. En japonais, c'est Gegege no Kitaro. Et donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que voilà, c'est quand même un mangaka qui est par postulat que c'est quand même quelqu'un qui donc dessinait du manga, hein, ok, qui a été ensuite traité voilà en animé. Il y a eu des publications. Déjà toute sa vie, il a publié des trucs. Et puis, il a vraiment influencé beaucoup d'artistes aussi par la suite. Et notamment, au-delà des yokai, il est quand même connu pour être l'un des initiateurs du manga d'horreur. Alors, manga d'horreur, je pourrais faire quelque chose là-dessus. Je pars du principe aussi, dites-vous que moi, je suis historien de l'art, donc mon prisme de lecture, c'est vraiment celui de l'art, donc vraiment du dessin, du travail du dessin. Je vais vous montrer après ce qu'on appelle des cellos, les dessins, donc les ébauches, qui sont des choses qu'on peut collectionner. Okay, donc je ne me place pas en tant que libraire, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que moi, je suis un passionné, forcément, j'en lis, j'en découvre, mais moi, ce que j'apprécie, vraiment, c'est tout ce travail de dessin d'œuvre et comment on en est venu à mettre en couleur, et, etc., etc. Donc, voilà, je précise juste pour que vous soyez au courant de mon angle de lecture et de la manière dont je traite cet artiste. Très belle statue inspirée de ce monsieur dans le... Tout à fait, exactement. Exactement. D'ailleurs, hein, encore une fois, hein, les représentations de yokai qu'on va pouvoir retrouver effectivement au Japon, et même d'ailleurs dans les festivals, hein, de yokai, pour beaucoup, sont vraiment inspirés de cette mise en dessin, je vais dire, des yokai par notre ami Mizuki. Je change juste une musique, je sais pas, j'ai mis une playlist, je pense qu'elle est bien, on va voir, normalement elle est bien. Elle est un petit peu lo-fi, oui. On est un peu lo-fi le mardi. Jeunesse et armée. Alors avant de parler juste des yokai, au long. Mizuki, il faut savoir qu'il a grandi, parce qu'en fait, il faut savoir aussi que son œuvre, c'est, bon, comme beaucoup, hein, encore que il y a certains artistes quand même qui se détachent complètement de leur œuvre, qui ne transpirent pas dans leur œuvre, enfin vraiment il y a un vrai détachement. Lui, au contraire, c'est très marqué. Le Mizuki jeune, la vie de Mizuki, en tout cas toutes ses œuvres parlent de sa vie. Il faut savoir qu'il a grandi préfecture de Tottori, il a grandi dans un village au bord de l'eau, au pied des montagnes, donc on est un peu dans une ambiance aussi très, je vais pas dire mystique, mais où il y a beaucoup de processions Shinto, etc. Donc il grandit dans cet univers-là. C'est pas quelqu'un qui a grandi en plein milieu de la ville.
faut garder ça en tête. Donc, faut savoir aussi que on est dans un ensemble où c'est vrai que il y a ces processions, il y a beaucoup de fêtes, de festivals, il y a donc le folklore japonais est quand même très très présent, donc c'est quelqu'un qui a grandi vraiment je dirais dans cet univers. Ok, déjà, il faut bien comprendre ça. Il a été, je vais en parler après, et ça a été très très marquant dans son œuvre, il a servi dans l'armée impériale pendant la Seconde Guerre, il a perdu son bras gauche, en fait il a été en Nouvelle-Guinée en 1942, il est intégré donc l'armée, et puis notamment l'armée, j'en parle après dans une slide, ça a été quand même très traumatisant, puisque, bon, au-delà du fait évidemment que ce soit la guerre, j'essaie d'éviter de taper le micro, il a vu aussi plusieurs exactions faites. Alors lui il l'a dit, hein, l'a raconté, il le raconte d'ailleurs dans ses différentes... dans ses œuvres, hein, pour moi on est sur des œuvres, exactions faites donc par ses camarades, je vais dire camarades, soldats japonais sur les populations locales. Donc ça c'est quelque chose qui a quand même vraiment marqué ce Mizuki, qui a grandi, voilà, je veux dire à la campagne quoi, qui d'un coup se retrouve dans un monde complètement parallèle, et ce qui est assez marquant puisqu'on va comprendre qu'il va se situer finalement entre deux mondes. Et ça c'est assez intéressant, en tout cas cette lecture là je la trouve intéressante pour essayer de bien comprendre, au-delà du trait, hein, pourquoi il a vraiment ce folklore japonais, c'est-à-dire ces yokai ont été importants pour lui. Je vous ai mis quelques planches ici, donc d'un ouvrage, j'ai mon curseur qui est grisé en dessous, voilà, War in Japan, et notamment de ce personnage que vous pouvez voir à côté, qui est ce personnage, cet homme souris qui s'appelle Nezumi. Nezumi c'est la souris en japonais, Nezumi Otoko, qui est d'ailleurs un personnage hein, qui est tiré de Gegege no Kitaro. Et donc dans cette œuvre là, qui est intéressante, c'est que ce personnage là va être montré comme ça va être un peu Mizuki, puisque c'est le narrateur. Donc c'est le Nezumi Otoko qui va raconter toute cette histoire, donc via les yeux de Mizuki. Je pense que vous comprenez le truc. Donc pour bien expliquer que l'œuvre, quand je dis que Mizuki transparaît dans son œuvre, clairement, dans War in Japan, il raconte sa vie, hein, clairement il raconte ce qu'il a vécu pendant la guerre. Et clairement c'est l'horreur de la guerre, et ça l'a vraiment marqué, comme je l'ai dit, hein, 42, Nouvelle-Guinée, les exactions, ça a été très traumatisant. Alors après il y a eu d'autres œuvres dans lesquelles justement, c'est beaucoup d'œuvres autobiographiques, hein. Je vous laisserai aller regarder, il y a la vie de Mizuki, et puis il y a des récits qui sont vraiment centrés sur la guerre, Opération Mort et Hitler. Je vous ai pas montré la couverture Hitler, je me suis dit, parce que quand même vous avez une croix gammée, etc. Twitch va peut-être pas être content, va pas comprendre, je vous laisse aller regarder. En tout cas, ce sont des ouvrages qui sont très intéressants, encore une fois, pour avoir le point de vue de cet artiste qui était dedans, carrément. Alors, pourquoi je vous parle de ça ici? Pourquoi je vous parle d'une autre œuvre majeure qui, pour moi, une des plus grandes œuvres vraiment de Mizuki, clairement, on va dire qu'il a fait connaître plutôt au grand public et aux enfants, c'est Nononba, que vous pouvez trouver, hein, c'est dans toutes les bonnes crèmeries, qui est donc un ouvrage, un manga qui a été publié en 77. Je fais le pont, hein, la guerre 45, 77. Et entre deux, bon, je vous fais pas l'histoire japonaise, hein, mais Nononba, c'est l'histoire d'une vieille dame mystique superstitieuse qui aime lui raconter des histoires. En fait, Nononba, donc qui a été publié en 77. Donc là, il est plus qu'adulte, hein, il est né en 22. Il a fait, en tout cas, il a souhaité nous raconter sa jeunesse. Donc ça, c'est assez intéressant, puisque finalement, on se situe, 20 ans après la Seconde Guerre. On a un Mizuki qui a déjà raconté sa vie, les faits historiques, la guerre, l'horreur de la guerre, ok. 20 ans plus tard, c'est comme s'il a voulu, et je le mets après, c'est comme s'il a voulu peut-être refaire une nouvelle vie, en tout cas moi je vois ça comme ça, débuter une nouvelle vie, un nouveau départ, en parlant de sa jeunesse, et au lieu de raconter sa jeunesse, lui tout seul dans la pampa, il va être, je dirais, épaulé de cette fameuse dame, cette fameuse Nononba, qui va lui raconter plein d'histoires, et c'est comme ça qu'il va nous montrer l'évolution de ce jeune Mizuki, Shigeru Mizuki,
aux côtés de cet Ononba, mais surtout ces êtres étranges qui sont les yokai. Et donc c'est vraiment à partir de là, de 77, que les yokai rentrent vraiment dans l'œuvre de Mizuki et vont devenir vraiment prédominants, et ça c'est intéressant. Mais encore une fois, ce qui est vachement, je trouve, intéressant, utile aussi pour comprendre son œuvre, c'est de bien voir que Nononba, je montre là-bas parce que je montre mon écran, ça a été fait en 77. Voilà. Et c'est pas dans l'œuvre, c'est pas une des premières œuvres, au contraire, il a encore une fois déjà dessiné des choses, mais qui étaient complètement différentes. Et c'est pour ça que je dis que tout à l'heure, il faut bien comprendre qu'il a grandi dans un milieu assez, je vais pas dire pas spirituel, mais vous voyez, bon, de toute façon c'est au Japon. Au Japon, on est toujours, il y a les yokai sont présents, ok, il y a le monde vivant, le monde d'après, le monde d'à côté, le monde des fantômes, toujours entre deux. La guerre, c'est un entre deux aussi. Limite, c'était se demander s'il vivait, ce qu'il vivait vraiment, quoi. Et on a cette Nononba qui vient après. Donc voilà, je fais un peu une grande parenthèse là-dedans, mais c'est vraiment pour comprendre l'évolution de son travail et en quoi c'est important aussi de comprendre l'histoire même, la vie d'un artiste pour bien percevoir son œuvre. Donc je vous ai mis là quelques captures de Nononba qui sont très très sympas, dans lequel, avec cette fameuse Nononba, on le voit le petit Mizuki, encore une fois, il se dessine lui, à 50 balais, hein, où on a Nononba, et puis on a derrière ces fameux monstres qui apparaissent, et qui sont, on le voit dans le dessin, qui sont des dessins donc très très détaillés, où ça me fait penser, d'ailleurs je vois ici les petits pointillés, et j'ai vu un tweet passer tout à l'heure d'une chercheuse française qui est spécialisée justement en Japon, et qui s'était fait la réflexion, puisqu'en ce moment, on est donc là le 30 janvier, on a eu le festival de la BD d'Angoulême, où je me mets ça dans une petite tête pour chercher, d'ailleurs si vous avez des infos, ça m'intéresse aussi, où elle se demandait si justement dans le manga japonais, pas que chez Mizuki, mais dans le manga japonais en général, le monde des morts, le monde des fantômes, n'était pas volontairement représenté par justement ces petits pointillés. Vous voyez, ici, il y a un distinguo entre le monde du vivant, comme on le voit ici, et le monde parallèle, avec ces pointillés, ces ombres, ces ombrages qui sont vraiment faits en dot. On le voit ici aussi. On le voit, les feuillages là, qui sont... c'est un brouillard, on se demande si c'est pas un autre monde, si Nononba est pas dans un autre monde. Vous voyez toujours ce double lecture. Et ce qui est intéressant là-dedans, et j'y pensais pas du tout, parce que je voulais creuser ça aussi dans le monde des estampes, dans l'ukiyo-e. En tout cas, c'est très marqué, parce qu'on le voit dans l'œuvre de Mizuki, qui a un vrai, surtout dans cette œuvre-là, un vrai traitement différent entre eux, le vivant, et le fond. Donc je vous laisserai regarder, je vous laisserai aussi me dire ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est très intéressant, parce qu'au-delà évidemment des traits, des poils, des machins très marqués, on voit d'ailleurs là le traitement des cheveux, je veux dire que c'est des cheveux, comme si c'était les feuilles qu'on voit ici. Vous voyez le rapprochement. Et au-delà de ça, je trouve que ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est l'aspect technique, et c'est ma slide d'après, où pour moi, il y a un vrai travail de technique très proche de l'estampe, avec les différents plans. Je vais en parler de 2 minutes aussi après. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous invite de toute façon évidemment à me poser, comme je dis toujours, n'hésitez pas à me poser des questions dans le chat ou en DM, ou après si vous voyez cette vidéo sur le replay YouTube en commentaire, avec grand plaisir pour y répondre. Et surtout si voilà, vous avez des infos ou vous identifiez d'autres mangaka artistes qui font dans leur traitement, dans le trait, un distinguo entre le monde réel et le monde, ce monde ou les mondes parallèles, écoutez, ça m'intéresse. Voilà, ça m'intéresse. La vie de toute façon de Mizuki, elle est 100% dédiée au manga. Pourquoi je dis ça? C'est que c'est un mangaka, certes, qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie, mais il a aussi fait des œuvres humoristiques, c'est-à-dire que avec Gegege no Kitaro, certes, on va être dans un manga
d'horreur, mais avec des traits pour moi qui sont humoristiques. Et là, on tombe vraiment dans le manga slash animé qu'on connaît nous en tant que Français ou Occidentaux qui ont grandi avec toute cette culture. Mais il a réussi en tout cas à, pareil, donner une autre vision, une autre lecture de ces fantômes qui, pour la plupart, quand j'en parle, on le sait, ils sont pas forcément méchants. Ils peuvent être plus malicieux, mais beaucoup sont pas méchants. En tout cas, c'est un autre regard. Et ce regard plutôt humoristique dans cette œuvre. Et c'est ça qui est intéressant dans l'œuvre aussi de Gegege no Kitaro. Non Nonba, pareil. Mais non Nonba, on est plus dans la découverte des différents yokai. Là, on est dans quelque chose qui va être plus marrant. On se détend. Et bon, ça c'est en 59. Donc vous voyez l'évolution du truc. Et 59, c'était avant Non Nonba. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi comprendre l'évolution, même si après, attention, il a continué à faire du Kitaro. Faut comprendre l'évolution de ces différents personnages. On va dire que c'est plus ou moins sérieux, plus ou moins dans le monde des fantômes ou dans la réalité, et plus ou moins dans l'horreur ou le côté humoristique. Voilà, tout un monde, voilà, c'est toujours un va-et-vient dans cette œuvre de Mizuki que je trouve qui est assez intéressante. Je vous ai mis ici, bon, évidemment une belle image, et surtout, encore une fois, mon prisme de lecture, ça reste quand même l'art, donc ce qui m'intéresse au-delà du dessin même des mangas, c'est évidemment tout le travail préparatoire, et dans le travail préparatoire des mangas ou des animés, des animés surtout, ce sont les dessins préparatoires, même si dans le manga on a évidemment des phases de dessin préparatoire, mais on a ce qu'on appelle les cellos, qui sont les différentes planches couleurs qui permettent d'animer, qui permettent de faire les fameux dessins animés, et qui sont donc des pièces, tout ce qui est dessin préparatoire, cellos qui sont sur des pages, des feuilles transparentes dessinées, c'est ce qu'on va collectionner. Donc si là je parle vraiment avec mon angle à moi, qui est celui de l'antiquaire, spécialiste du marché, de la collection, ce que aujourd'hui les amateurs vont vouloir collectionner au-delà des mangas qui pourraient être signés ou autres, ça va clairement être les cellos qui auraient pu être annotés, dessinés et annotés par Mizuki. Voilà. Faut juste savoir qu'il y a ce monde-là dans l'univers du manga. Donc je vous ai mis ici des dessins qui sont vraiment très sympas. Je vous invite vraiment à découvrir l'œuvre de Kitaro. Kitaro, c'est je trouve très marrant, et puis un dessin je trouve qui plaît aux adultes, qui plaît aux enfants, et comme je mets un jeu de technique entre deux mondes, ce qui est ce que je vous disais tout à l'heure, entre les techniques pointillées, le dessin qui encore une fois est très moderne dans cette approche, dans l'approche très très moderne, et puis on fait un vrai distinguo entre les êtres un peu surnaturels, je vais m'enlever un peu les êtres surnaturels et les humains. Ici c'est Kitaro et Yumeko, donc je trouve que c'est en tout cas une approche très intéressante qui ne demande qu'à être creusée. Donc il y a peut-être eu des recherches d'ailleurs sur le travail de Mizuki. Voilà. Je vous montre ici un autre dessin, une ébauche de dessin très sympa. Bien entendu, j'espère un jour tomber dessus, en trouver, parce qu'ils sont incroyables. Et puis il faut savoir aussi qu'il y a eu, donc là, si je tombe un jour sur un set de figurines Kitaro, je serais bien content. Vous avez eu, comme pas dans toutes les œuvres d'animé, c'est pas le cas pour tout, mais vous avez eu une production de jeu assez tardif, mais calqué sur les dessins de Mizuki. Donc là, évidemment, on est à fond dans la collection. Là, quand je présente des pièces comme ça, on est sur des œuvres des objets d'art. C'est des jeux, c'est les art toys, les art toys de l'époque. Donc ça, c'est vraiment des jeux. Je vais même plus qualifier ça de jeu vintage. On est vraiment dans des pièces de collection, et c'est génial. C'est génial. Si vous aimez vraiment Kintaro, vous voyez que ce genre de pièces, moi j'adore, parce que déjà pour un gamin, imaginez un gamin à l'époque qui jouait avec, c'est comme nous avec les Senseiya et autres. Donc c'est génial. Et en plus jouer avec des yokai, c'est encore plus fou quoi. Donc voilà, très très belle pièce. Bien évidemment, les cellos de Mizuki
sont très demandés, il y en a très peu sur le marché, les collections privées, ils les gardent, donc c'est pas les... Voilà. C'est pas les Albator, les Seiya, tous les animés que nous on a pu connaître dans les années 90. Voilà, là c'est des dessins que vous trouvez très 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 difficilement. J'avance. Les yokai de Mizuki donc sont vraiment évidemment Tiens, un truc à retenir, hein, c'est le cœur de son œuvre, cœur de la culture. Comme je disais en introduction, pour moi, clairement, Mizuki, c'est celui qui a mis sur le devant de la scène les yokai. Pourquoi ? Parce que au fil du XXe siècle, les yokai ont quand même un peu perdu leur... comment ça je trouve pas le mot en français, c'est pas grave, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Pourquoi ? Parce que les yokai, il faut savoir que dans l'histoire des estampes japonaises, j'en parle très souvent quand je fais évidemment je fais le point légende, mais dans l'ukiyo-e, les yokai, c'est principalement, donc l'ukiyo-e, c'est quand même 19e siècle. C'est-à-dire qu'avant, on en voyait peu. C'est-à-dire qu'il y avait, on pouvait présenter des êtres liés aux légendes, le shishi, des êtres comme ça, le lion, hein, shishi, des êtres qui sont pas qualifiés de yokai. Donc on est vraiment sur des êtres qui sont liés aux légendes. Oui, merci, Aura. C'était Aura que je cherchais. Merci, Massilia. Donc, on était, avant la période, avant le 19e siècle, même pendant Edo, on était plutôt sur des êtres liés à la spiritualité, à la religion. Quand je parle d'êtres un peu, voilà, d'êtres surnaturels représentés, on est sur ce terrain-là. Les fantômes, les yokai à proprement parler, c'est vraiment au 19e siècle que ça apparaît dans les estampes. Début 20e jusqu'aux années 40, ça a été un peu le calme plat. C'est-à-dire que les yokai, on a peu pu voulu en entendre vraiment parler. C'était présent évidemment dans la culture, mais je dirais que c'est plus dans le folklore, mais c'était pas vraiment représenté. Donc ça a été un peu le calme, et puis Mizuki arrive là, grosse passion pour les yokai, et mise en avant de ces fameux yokai. Et c'est rentré comme ça dans la culture populaire. Donc je fais un peu des résumés, mais c'est pour que vous essayiez pour bien comprendre que le yokai qu'on imagine et qu'on voit, il faut se dire que ça n'a pas été forcément, voilà, comme tu le dis, Massilia, il n'y avait pas cette aura du yokai qu'on connaît aujourd'hui. Ça a été vraiment à nouveau mis, j'irais, sur le devant de la scène, par Mizuki progressivement. Et pour moi, clairement, l'œuvre, c'est... certes, il y a eu Kitaro, qui a vraiment mis en avant, donc à partir des années 50, 59 Kitaro, 77 Nonamba, donc voilà, entre les années 60 et les années 80, progressivement, les yokai ont vraiment pris leur place dans cette culture populaire. Et faut savoir que pour moi le summum du truc, c'est en 94. On a Mizuki qui a fait ce fameux dictionnaire des yokai que vous pouvez trouver. Vous avez plusieurs couves, je vous ai mis 2 couves parce que vous avez des couves différentes, notamment chez Pika. Où là vous avez le dictionnaire de tous les yokai. Peut-être si vous vous intéressez aux yokai, je pense que vous le connaissez. Et je cite juste Mizuki qui disait que ce dictionnaire des monstres japonais n'est pas exempt de défauts, mais il ira, je l'espère, il pourra, être, je l'espère, d'une certaine utilité à tous ceux qui s'intéressent aux esprits et aux yokai. Bon, voilà. Donc pour lui, ce qui est assez marrant, c'est que il a fait ce listing de yokai parce que clairement avant lui, il n'y en avait pas vraiment. Donc ce dictionnaire, il est assez intéressant si c'est quelque chose qui vous plaît. Vous pouvez vraiment le prendre, je crois que c'est une vingtaine d'euros, 30 euros, hein, c'est pas la mer à boire, et vous allez kiffer. Encore une fois, moi ce qui me plaît plus, c'est tout ce qui va être illustration, d'édito. Il y en a très très peu d'éditographie des œuvres de notre ami. C'est dessiné, hein, il faisait pas de l'estampe, je précise qu'il ne faisait pas de l'estampe, on est vraiment sur un mangaka qui dessinait. C'est pour ça que quand vous voyez des œuvres comme ça, il y a pu avoir de reproduction post, mais on n'est pas du tout sur des estampes. Et pourtant, quand on va les regarder, on va se dire « Ah, ça ressemble à de l'estampe ». Notamment, et je reviens à mon point sur la partie technique,
des jeux de profondeur, de champ, dans son œuvre. Vous voyez bien qu'il y a plusieurs profondeurs. Ici, vous voyez le panier, le bois, des jeux de profondeur aussi avec beaucoup de noirceur hein, là-dedans. Ici aussi, on voit la noirceur. Comme je disais tout à l'heure, des jeux de pointillés ou de couleurs qui nous fait dire que, bon, là, c'est pas quelqu'un de normal, quoi. Au-delà du fait, évidemment, de représenter les êtres, les fameux yokai, kappa et compagnie. Là, d'ailleurs, vous pouvez le voir avec le jeu de pointillés hein, sur la peau. Bon, ok, on est sur kappa, mais on est quand même sur quelque chose qui n'est pas réel, je dirais. Et puis, pourquoi je dis ce rendu un peu estampe, c'est que à chaque fois, vous allez voir qu'il y a du détail, soit au niveau des traits, comme si c'était gravé, ou les petits points, comme s'ils étaient, pareil, tamponnés. Donc, on est vraiment quelque chose qui se rapproche beaucoup de l'estampe, du travail de l'estampe japonaise qu'on connaissait au 19e siècle, avec l'ukiyo-e. Bon, ça, j'en parlerai de toute façon. Et encore une fois, c'est du dessin. C'est uniquement du dessin. Et c'est ça qui est assez incroyable aussi dans son travail. Là, ça se voit particulièrement, ça se voit même plus que dans des œuvres comme Nonamba, où on est vraiment dans le manga plutôt, je dirais, classique comme on connaît. Mais ce monsieur, Mizuki, a été capable de faire des planches qui sont de très grande qualité comme celle-ci. Il a fait aussi un truc il est le seul à avoir fait ça. Hein, et pour moi, il a inspiré aussi des mecs qui font du street art, de la sculpture. Moi, j'ai un Lego comme ça, décomposé, puisque sachez que dans les années 60, il a fait un bouquin qui s'appelle, on le traduit en français, à l'intérieur des yokai, il a fait près de 85 coupes anatomiques de yokai. Donc ce monsieur a eu l'idée de se dire fada des yokai. Il y a quoi dans un yokai? Donc, il a voulu montrer les organes, le fonctionnement interne des yokai, tout ça en se calquant hein, sur les spécificités de ces fameux yokai. Par exemple, Manendake, qui a un bambou, là, je vous l'ai mis ici, qui lui utilise ses doigts pour aspirer les âmes des voyageurs. Et donc, vous voyez, il part vraiment de l'histoire du yokai, de la forme des yokai, et puis il les a ouverts, radiographiés, pour nous montrer chacune des parties du yokai. Donc là, je vous ai mis les planches en japonais, mais vous l'avez, et donc c'est assez marrant parce que je trouve que ça, encore une fois, c'est très très novateur. On est dans les années 60, donc c'est pour ça que quand je dis il a intégré les yokai dans la pop culture, on est vraiment là. Et pop culture, je vous montre un Lego qui n'a rien à voir, on n'est pas avec Mizuki. Je vais juste enlever mon casque, je vous le montre tout de suite, parce que clairement ça me fait penser à ça. De le prendre sans faire tout casser. Tac. Voilà, je vous le montre ici. Vous avez dû déjà voir, hein, c'est un artiste américain qui travaille ses Lego, et vous en avez plusieurs d'artistes qui ont fait des découpes comme ça, vous savez, de Lego et autres. Il y a plein d'artistes qui sont inspirés finalement de Mizuki, de ce travail de yokai, de découpe de yokai dans les années 60, et qu'on va retrouver dans le street art et dans l'art urbain. Voilà. Je trouve que c'est pour ça que c'est intéressant, Mizuki. C'est-à-dire qu'on va même plus loin que le Japon, on va même plus loin que les yokai. Il y a un vrai impact dans cette pop culture. Vraiment, je vous invite à prendre ce bouquin. Il est très très marrant. Ça pareil, ça en planche. Il les a pas édités à ma connaissance, ça n'a pas été édité par exemple en sérigraphie ou autre, mais ça aurait été top. Mais voilà, on reste dans l'univers du manga aussi. Hein. C'est aussi pour ça qu'on ne retrouve pas des séries limitées, sérigraphie, lithographie, que le monde plutôt de l'art classique fait habituellement. Je reviens aussi juste pour, et ça va être pour terminer, mais je reviens sur le sujet de la guerre. Faut savoir que il a été, au-delà de ses yokai, hein, félicité aussi pour son documentaire qui est Onward Towards or Noble Death, avec mon accent, donc c'est sur la guerre, Japan War, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il a vraiment été acclamé hein, pour ce travail-là, donc ça aussi, je vous invite à regarder cette partie-là de Mizuki, le travail de Mizuki lié à la guerre. C'est particulier, mais si vous vous intéressez à l'histoire japonaise, si vous voulez avoir le point de vue de quelqu'un qui a vécu la guerre
dedans. Vraiment regardez. Ainsi que les ouvrages voilà, évoqués tout à l'heure, parce que c'est en tout cas, je trouve, une œuvre qui sort complètement du lot des mangas du 20e. Je termine sur cette slide-là avec un mix entre l'ancien, la tradition et la modernité de Mizuki. Pourquoi je vous montre cette image-là? Alors, parce que pour moi, Mizuki, encore une fois, bon, il a influencé beaucoup d'artistes. Je vous montre cette planche parce qu'elle m'intéressait, parce qu'on voit les yokai, mais surtout, on voit des femmes, les geishas, on voit des yokai partout. On est vraiment sur une planche qui est entre les représentations classiques de l'estampe. Vous savez, souvent, comme je dis souvent, un travail avec les jeux de profondeur, le village, les yokai comme on a dans les estampes de l'ukiyo-e, que je montre régulièrement d'ailleurs quand on fait les points yokai du jeudi. Et puis en même temps, on a quelque chose de vachement moderne avec voilà cette geisha là, avec j'ai ma souris qui a plus de batterie, cette geisha qui est je trouve fashion. Salut Kailana, c'est pas grave, t'as tout raté, c'est pas grave, mais tu auras le replay sur Mizuki. Qui, je trouve, voilà, hyper intéressante, parce que même dans les couleurs, on est vraiment sur une œuvre. Mais j'espère que tu vas bien, Kailana, j'espère que tu vas passer une bonne journée. Donc j'ai fait ce topo sur Mizuki, les yokai de Mizuki, mais pas que. Et vraiment ce monsieur qui était entre deux mondes, pour résumer, c'est vraiment un artiste qui, dans son œuvre, a toujours été les pieds sur terre, mais la tête dans ce monde parallèle qui est ce monde des yokai, qui d'ailleurs peut-être parallèle, mais qui vit aussi ici, qu'on voit pas, mais ils sont bien présents. Et donc je m'arrêtais juste sur cette dernière planche qui m'intéressait, avec des personnages, ici les hommes là derrière qu'on voit, typiques de l'estampe ukiyo-e. On le voit dans les structures aussi classiques. Et puis on a ces yokai, et puis tout ce traitement très moderne avec lui, bref, le Kitaro qui est ici, tous ces personnages du monde qui sont présents dans l'œuvre de Mizuki et qu'on retrouve sur sa dernière planche. Donc c'est pour ça que je trouve que Mizuki, encore une fois, c'est un artiste qui est vraiment majeur du manga et qui dépasse quand même le stade du manga, puisqu'il a tellement été important dans cette pop culture japonaise que vous pouvez pas le rater. Et si vous vous intéressez, encore une fois, même si le manga, même pour vous, c'est un truc, vous rentrez pas dedans, c'est pas votre truc, vous pouvez kiffer le Japon, mais le manga, c'est pas votre truc, regardez l'œuvre de Mizuki, qui à certains moments, je dirais même plutôt Nonamba, je reviens sur Nonamba pour Kailana, c'était ma dernière slide, de toute façon, je vais juste vous remettre Nonamba ici. On est même pour moi, on est même dans la BD, on va dire que c'est du mangaka, un mangaka, mais c'est de la BD, c'est des planches de BD. Après vous me direz, la limite entre BD et manga, je pense qu'il y a eu des recherches, des prises de tête, réflexion sur c'est quoi la BD, c'est quoi le manga. On est sur des grandes planches, est-ce que c'est un format? En tout cas, je vous invite vraiment à le découvrir, vous ne serez pas déçus. Et si vous aimez le Japon, si vous aimez les yokai, il n'y a qu'un nom à avoir en tête, c'est Mizuki. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude. Le comics, oui. Non mais après Mizuki, je vous invite vraiment à regarder, parce qu'il y a eu plein de publications. J'ai essayé de montrer, surtout pour toi aussi Kailana et pour tous ceux qui arrivent là en cours de route, expliquer que le parcours de Mizuki, il est, je dirais, à plusieurs facettes. Il est teinté, voilà, de noirceur avec la guerre, de cette jeunesse, de cette rencontre avec les yokai, de cette évolution, et aussi l'évolution de la société japonaise, qui devient plus pop, entre guillemets. C'est ça qui est vraiment très très intéressant. Et puis il a tellement fait de publications qui sont pas faciles à trouver ici en France, que vous trouvez. Il y a des très belles éditions Pika, je vous laisserai regarder.
qui sont en format livre, mais effectivement, tout ce qui va être Kogefil, tous les comics sont pour moi, si vous arrivez à trouver des originaux, voilà, vous allez kiffer. Hein. Mais voilà, c'est un artiste qui je trouve très intéressant. Bon, voilà, moi, j'aurais été bien, c'est-à-dire que si il avait fait quelques lithographies, ça aurait été sympa. Mais je vous laisse regarder, je vous mets juste un comics là-dessus. Je vous laisse regarder Mizuki, vous avez plein de choses. Et puis vous avez peut-être retrouvé aussi du Mizuki, l'inspiration de Mizuki. Je vous laisserai regarder Hitler. Je veux pas le mettre là dans Twitch. Je me dis Twitch va être capable de me ban si je montre Hitler. Mais vous avez le dessin de Yokai. Et puis je voulais juste vous montrer, je vais terminer là-dessus, l'affiche. Je pense que j'ai gardé le lien. Tac. C'est bon. Sur l'exposition actuellement, qui tourne actuellement au musée Seigo. Le PDF est lourd. Hein. J'en avais parlé semaine dernière, voilà, qui est cette affiche-là. Où là, pareil, sur cette affiche, attention, il y a la mise en forme du truc, mais on a l'impression que c'est de l'estampe. Voilà, on a l'impression que c'est de l'estampe, qui reprennent d'ailleurs hein, aussi des formats classiques qu'on va retrouver sur les kakémonos 19e. Ça, je pourrais vous montrer d'ailleurs une sélection. Je pourrais faire une sélection d'ailleurs de yokai en kakémono 19e. Vous verrez que Mizuki, on est dedans. Voilà. Donc Mizuki a l'honneur en ce moment au Japon jusqu'au 10 mars. Je m'arrête là sur Mizuki. Donc voilà, c'est un sujet un peu différent aussi pour moi parce que encore une fois, je pars habituellement d'art classique, estampes, sculpture, etc. Donc c'est vrai que parler un petit peu plus d'illustration et de manga, pas de design hein, graphique et autres, donc là vraiment de parler de manga, c'est quelque chose qui est nouveau aussi pour moi. Donc j'ai essayé de l'orienter vraiment sur ce que, encore une fois, moi ce qui m'intéresse, c'est le travail graphique, et puis le travail vraiment de cet artiste, un mangaka mais surtout un artiste. J'espère que ça vous a plu. Je ne peux que vous inviter de toute façon à découvrir son œuvre. Encore une fois, ne rentrez pas dans la case juste manga, ah non, c'est pas One Piece, hein, c'est pas Naruto, c'est pas One Piece. Je vous invite vraiment à découvrir cet artiste. Et puis à mettre la main, du moins à voir Kitaro, si vous arrivez à trouver les vidéos. Vous en avez sur YouTube, ouais, allez regarder, c'est génial, l'univers est super. Je vous dis merci, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour du Genshin. C'est bon, rien à voir. T'as le dictionnaire yokai de Mizuki. Ouais, bah, il est vraiment bien. Hein. T'as lequel est-ce que t'as celui qui est en 2 volumes celui-là là ou est-ce que t'as l'intégrale Concernant les pointillés, pour orienter la mort, je regarderai. Attends, je viens de m'acheter le dernier Junji Ito. Oui, mais j'ai envie de parler de Junji Ito. Ah. Personnellement, je connais peut-être un peu plus de Junji Ito. Junji Ito, j'avais présenté hein, Junji Ito un truc. L'intégrale. Je pourrais présenter du Junji Ito, mais ça va peut-être faire flipper les gens. Junji Ito, je vous conseille très fortement ce qui avait été édité chez Mangetsu. Attendez, je suis tout petit, je vais me mettre en full pomme. Voilà. Le artbook Junji Ito, qui est incroyable. Donc on parlera de Junji Ito. Pour ceux qui ne connaissent pas Junji Ito, je vous montre juste l'arrière de couve. Vous voyez l'univers. On est dans un autre trip. Mais Junji Ito, donc ça, le artbook, incroyable. Allez, je vous montre juste celle-là. Si vraiment vous kiffez le manga d'horreur, donc pour public averti, hein, je dis tout de suite, pour public averti, je vois que monsieur aime, les dessins un petit peu spéciaux. Mais oui, ils sont incroyables. En plus, les éditions de Mangetsu, faut avouer que les éditions de Mangetsu, même si certaines ne sont pas données,
Pour moi, alors attention, sur le côté pas donné, tiens, je fais une parenthèse parce que j'ai vu des tweets passer là-dessus de gens qui gueulent un peu que ça finit de faire des trucs à 30 balles. Faut savoir que la fabrication, ça coûte cher. C'est pas donné et dans l'édition. Et le parti pris de Mangetsu, d'ailleurs il l'avait expliqué chez Mangetsu, leur parti pris c'est d'avoir une qualité de fabrication qui est très très bonne, qui est excellente. Forcément, ça a un prix. Donc forcément, on n'est pas sur des bouquins qui soient accessibles forcément pour tout le monde. Accessible, je dis que mettre 30 balles à chaque fois dans un bouquin, ça peut être compliqué. Maintenant, dans un hardbook comme ça vaut le coup. Voilà, je ferme ma parenthèse parce que on peut pas vendre des bouquins de qualité comme Mangetsu ici. Hop, vous voyez les planches, vous voyez l'univers. Hein, si vous connaissez pas Junji Ito, bon, Massilia, tu connais. On est loin des yokai on est dans un step plus dark hein, que Mizuki. Hein. C'est cher, mais c'est beau, ultra quali, en plus des préfaces. Tout à fait, exactement. C'est pour ça que Mangetsu, moi j'adore, et le travail et d'impression même de reprise des dessins et des œuvres est fou. Et juste pour revenir sur cette idée et pour terminer là-dessus, sur l'histoire des deux mondes, entre le monde passé et le monde présent, etc. Vous avez, je vous montre par exemple cette planche-là. Bon, on va pas faire du Junji Ito. Je vois pas ce que je fais. Alors. En plus, la cam, tac. Voilà. Cette planche-là, vous allez reconnaître, on est effectivement sur plutôt des petits traits. On n'est pas sur du pointillé, on est plutôt sur les... En tout cas, chez Junji Ito, on est vraiment... qui est top, hein, moi j'adore. J'adore. On est vraiment sur des traits. Des traits très très fins, mais justement dans cette mort, bref, allez-y, découvrez. L'amour, cet amour impossible, on va dire compliqué l'amour. Vous faites le distinguo dans toutes ces planches entre effectivement sur le monde d'ailleurs c'est noyé dans le brouillard, et je vous raconte pas tout, mais vous allez voir, vous voyez vraiment la différence et vous percevez qu'on est sur un autre monde qui vient dans notre monde, et ça clairement c'est quelque chose qu'on voit dans Mizuki, même si voilà, là Junji Ito on est sur un autre step dans la partie horreur. Enfin je dis horreur, où est-ce qu'on dit que c'est l'horreur? Moi j'ai du mal avec le terme horreur, parce que horreur parce qu'il y a des planches de Junji Ito, bon, oui, c'est de l'horreur. C'est pas du gore, quoi, c'est ça que je veux dire, quoi. Junji Ito, il y a des choses... quand on voit ça, ce qu'a pas fait Mizuki, hein, mais des choses comme ça... Bon, je sais pas si... J'ai du mal à dire que c'est de l'horreur, en fait. Vous me direz ce que vous en pensez, mais la qualification, le mot à utiliser... Bref. Donc là c'est Junji Ito, peut-être qu'on en reparlera quand même de Junji Ito. Hein. Ouais, voilà, ouais, horror psy, ouais. Je trouve pas le terme en fait pour qualifier Junji Ito en vrai, c'est tellement... C'est pas du gore, c'est pas du... Après c'est comme... Je parlerai d'un autre artiste. Après le problème c'est que beaucoup des trucs... Non-safe, hein. Un artiste hein, qui fait beaucoup d'estampes comme ça, bref, d'estampes, oui, de travail d'illustration, où on est vraiment dans ce champ horror psy, il y a plusieurs. Hein. Bon, après, c'est pas des choses forcément que je peux montrer facilement sur Twitch. Bref. Sinon, on va me faire ban, hein, que voulez-vous. On va essayer de pas se faire ban. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, cette petite histoire de Mizuki. Compliqué quand même de toujours pareil de résumer en un mot, mais je vous invite encore une fois à découvrir toute son œuvre. Si ça vous intéresse, les dictionnaires des yokai, allez-y les yeux fermés. Kelena, tu m'as dit que tu avais l'intégrale. C'est vraiment quelque chose qu'il faut on va te faire partner. Je vous ferai remarquer que j'ai changé de catégorie. Bon, si vous voyez le replay sur YouTube, vous en foutez. Mais sur Twitch, pour ceux qui sont là, je sais pas si ça vous... Voilà. En tout cas, je serais curieux de voir. Je suis passé en catégorie Just Chatting, donc discussion.
Pourquoi? Je vais terminer là-dessus. Parce que jusqu'à présent, toutes mes vidéos sont dans la rubrique art. Et ce qu'on s'est dit, je crois que c'est avec toi aussi, mais celui-là, je vais changer, que la rubrique art, non, c'était avec Sophie. Sophie, en japonais. La rubrique art peut, en tout cas sur Twitch, peut faire dire que c'est uniquement du do-it-yourself, que c'est uniquement quelqu'un qui va être filmé en train de dessiner. Et c'est vrai qu'on s'attend pas forcément à voir quelqu'un qui raconte ce que je raconte, quoi. Donc, je me suis dit, je vais passer en mode just chatting. Donc, si vous tombez dessus, hors set, vous tombez peut-être plus par hasard sur ce que je raconte, mais on va voir si ça fait venir plus de gens qui passent à côté, en fait. Voilà, passent à côté et qui peuvent kiffer le Japon, la Corée, les yokai. Donc, on va passer un jour partenaire, on va passer. Bref, je vous dis bonne soirée. Merci encore à vous, monsieur Mizuki, hein, pour tout ce que vous avez pu faire. Voilà. Je vous dis donc à bientôt. Rendez-vous demain. Je termine quand même sur le planning. Avant de vous laisser manger. Tac. Je vais vous mettre le tweet qui va bien. Bonne soirée, Kailana. Il y aura du Genshin tout à l'heure. Hein. Il y aura du Genshin. Margot qui a retweeté, Margot Gokaido, que je vous invite à suivre aussi, Margot, qui fait des top live en ce moment sur Persona 4 et les Pokémon, qui vous fait apprendre du japonais avec les jeux. Je vous montre juste le planning, je vais m'arrêter, tac, voilà. Demain, mercredi, le mercredi, si vous découvrez cette chaîne, sachez que je fais un focus sur les objets d'art. Donc, je vous présenterai un vase Ikebana. Alors, ce ne sera pas une pièce exceptionnelle, mais c'est plus des pièces dont on va regarder comme ça. Leur cœur, ouais, non, mais enfin, c'est cool, hein, mais je te remercie, mais t'inquiète. C'est pour les stats, c'est ça. Bon, après, t'as vu, hein, quand je fais du Genshin, je fais toujours d'autres choses. Hein. Donc, juste pour terminer, demain, je vous présente un vase d'Ikebana en bambou. Je voulais vous montrer le détail des vases en bambou, puisque on passe souvent à côté. Les gens me disent un peu des pièces, c'est pas trop quali. Je vais vous faire changer d'avis. Et donc ça, ce sera demain, ce sera un petit live, un jeu mi 19-20h, mais je pense qu'en 30 minutes, 40 minutes, on a fait le tour. Jeudi, je vais vous parler du Jizo. Le Jizo, vous savez, ces petits messieurs calvas qu'on retrouve au Japon. Donc le Jizo, c'est qui? C'est quoi? Eh ben, je vous en parle jeudi. On sera 1er février, donc ça tombe bien. Et puis, le petit point matcha des actus art Japon. Corée, ce sera vendredi, même si le vendredi 19h, je vous avoue que l'audience, c'est un peu le calme plat, donc on verra bien. Et puis surtout, 1er février, ça va être le lancement de ce jeu Grand Blue Reading Grand Blue Fantasy, qui est un jeu qui existe depuis 10 ans, surtout mobile, qui était au Japon, uniquement sur le Japon. Donc là, il lance lancement monde de ce RPG japonais. Je suis très curieux d'essayer. Je réfléchis encore, j'attends peut-être quand même de voir les premiers retours, parce qu'il faut quand même acheter le jeu, on n'est pas sur un Genshin gratuit. J'ai un petit peu peur, je vous avoue. Donc s'il y a des premiers retours positifs, en un jour, je me dis vendredi, je lancerai, on va regarder ça ensemble, parce qu'il y a un super travail, je trouve, graphique de Grand Blue Fantasy, je vous invite à aller regarder. C'est génial et on parlera de ça. Et je commencerai en février à faire cette série de vidéos autour du jeu vidéo et l'art, notamment sur les inspirations de ces artistes en termes de DA, de character design, pour faire le lien entre mes deux passions qui sont l'art et le jeu vidéo, pour essayer de vous raconter des choses. Voilà. Je vous dis merci, je vous dis à bientôt. Rendez-vous donc pour le prochain live demain, bon, Genshin ce soir, mais prochain live demain 19h. D'ici là, je vous dis à bientôt. Merci encore pour tous les follow. Merci, dernier follow à 64 Sandrine. Je dis pas follow au dernier bot qui s'est ajouté hier, la fameuse Ebadjens que Massilia a aussi rencontré. Merci à Barbie Vagabond aussi. En tout cas, bonne soirée et rendez-vous demain. Bon appétit. Ciao. N'hésitez pas si vous avez des questions, des sujets à traiter. Je suis là pour ça. Avec grand plaisir. Ciao Massila, ciao Kailana, ciao tous ceux qui sont passés, qui passent, qui reviennent, qui... Voilà. Ciao.
Charmante cette jeune fille. Ouais, elle était pas très... Elle communiquait pas tellement. Mais bon, voilà. Tant pis. Ciao.